Je veux d'abord cirer les pompes de mon maître. Waouh! Allez. On va avoir du spectacle, hein. Voilà, on est prévenu. Alors, première question. Bon, d'abord, je ne le redis pas, mais on est vraiment très fiers de vous avoir tous les deux avec nous ce soir. Vraiment, on est ravis pour les 50 ans de stratégie. C'est super de vous avoir avec nous. Première question, Jacques. Stratégie, t'as accompagné pendant ces 50 ans. Quel a été le rôle du magazine pendant ces 50 ans de vie professionnelle? Écoute, je pense que vous avez été le Paris Match et le journal officiel de la profession. Moi, je me souviens d'une anecdote de mon père, qui était un nanti de ma petite ville de Perpignan, qui un jour se fait accrocher par un de ses copains qui lui dit « Oh, je te félicite pour ton fils ». Il dit « Mais quoi, mon fils ?»« Mais écoute, il a eu la Légion d'honneur. » Il dit « Non, chut, c'est pas officiel. Ça sera officiel quand ça sera dans l'Indépendant, qui était le journal de la ville. » Eh bien, c'est un peu la même chose pour Stratégie. Tant que ce n'était pas dans Stratégie, ça n'était pas officiel. Et puis, Stratégie, ça a été quelques gouttes du parfum éphémère de la célébrité. Et on en a tous joui et rejoui les uns après les autres. Et puis, surtout, on ne sait pas comment vous remercier, nous, les publicitaires. Parce que, quitte à froisser un peu votre âme de journaliste, vous êtes nos meilleurs publicitaires. Même question, Jean-Marie. Comment Stratégie t'a accompagné pendant ces 50 ans? Au moins 50, hein. Jacques a tout dit. Écoutez, c'est le passage obligé, le rendez-vous obligé, au bon sens du terme, obligé de chaque semaine. C'est-à-dire que vous avez accompagné toutes les transformations de façon écrite, approfondie. Et dans un métier qui est parfois perçu comme un peu superficiel, c'est la force de l'écrit, quoi, ça reste. Donc en ce sens, vous avez eu un rôle fondamental. Moi, personnellement, j'ai été... comme Jacques, je fais partie de ces très vieilles générations. On a vu apparaître les news magazines dans les années 60. Je te rappelle que tu pourrais être mon fils. Hein. Presque. Oui. Presque, hein, pas presque, bon, vraiment. Oui, bon. Et donc, on a vu apparaître les news magazines. Les news magazines, c'était des hebdos, mais il y avait plein de choses dedans. Mais ce qui nous intéressait, on fonçait dessus, c'était les éditos. Donc moi, j'étais nourri pendant 50 ans par les éditos de Stratégie. Ça met un peu de pression sur toi pour les prochains éditos. Et voilà. Et une chose que je peux ajouter quand même, pour être un peu plus dans les remarques personnelles, c'est que moi, comment dire ça? J'ai toujours eu un peu peur de Stratégie. Parce que dans les années 70, 80, mais même encore aujourd'hui, je savais que vous alliez parler d'un de nos clients, d'un truc qu'on avait fait, d'une de nos campagnes, etc. Bon. Et j'étais totalement angoissé. Je me souviens, je parlais souvent avec Christian Blachas, qui sur une échelle de paranoïa me mettait tout en haut. Et il me disait, j'ai jamais vu ça, parce qu'à chaque fois je me plaignais, je râlais, je pleurnichais, etc. Et donc j'ai eu la chance de déjeuner avec lui juste avant sa disparition. Il s'est encore fichu gentiment de moi ce jour-là. Bon. Puis je me joins à ce qui était dit sur Christian, quoi. C'était vraiment un grand journaliste, et comme l'a dit Jacques, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on lui doit énormément, et voilà. C'est bien de le... J'espère que cette soirée sera aussi une soirée qui permettra de lui rendre hommage. Oui, bien sûr, bien sûr. Tous ensemble, on peut lui dire, hein, Christian, on t'aime. Alors, Jacques, est-ce que la pub, c'était mieux avant? Mais la pub, c'était mieux avant et c'était pire avant. Parce que la pub n'est rien d'autre que le miroir des peuples. Quand les peuples sont gays, elle est gaie. Quand les peuples sont tristes, elle est triste. Alors, il y a eu les bonnes décennies, les mauvaises décennies, mais il y a eu au milieu de tout ça la décennie éternelle de la publicité, les 80s, c'est-à-dire les années folles, les années fric, les années frimes, les années fantasques, les années où tout était possible, les années créa. Hein. Tout ça parce que François Mitterrand a libéré la France. Il a libéré les télévisions, et donc la publicité dans les télévisions. Il a libéré les radios numériques. Bon. Il a libéré, plus que ça, Havas, qui était une agence d'État. Vous imaginez qu'il y a à peine 40 ans, Havas, la plus grande agence du monde, était une agence inféodée à l'État. Et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, sinon je n'aurais jamais existé. Et puis, surtout, il y a eu ces années où tout était possible et où tout était
drôlerie et décalage. D'ailleurs, nous, comme pour chaque présidentielle, on est en train de découvrir notre trouble fête de l'élection, notre empêcheur de voter en rond, mais le nôtre, c'était Coluche. Le vôtre, c'est Zemmour. Vous voyez la différence. Où est l'erreur? Je dois répondre à la même question, est-ce que c'était mieux avant? Oui. Non, la réponse est non. C'est une manie qu'on a dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines, de toujours penser par nostalgie que c'était mieux avant. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, la première fois que je suis allé à Cannes, c'était en 73. J'étais dans l'ancien palais. Jacques, tu te souviens, au milieu. J'étais sur les marches. J'entends quelques créatifs dire « Oh là là, c'était vraiment mieux l'année dernière ». L'année d'après, en 74, alors pas sur les marches, mais à l'intérieur du palais, j'entends les créatifs qui disent « Disons, c'était vraiment mieux l'année dernière ». Donc, en fait, bon, imaginez ce que serait notre métier si systématiquement ça avait été mieux l'année précédente. Donc, c'est complètement, comment dirais-je, à mon avis, hors de propos de pouvoir penser que c'était mieux avant. Par contre, et Jacques vient d'y faire allusion, il y a eu des moments marquants. Des moments privilégiés qui ont duré qu'un temps et qui ont disparu des époques révolues. Je vais revenir sur ce que tu as dit sur les années 80, mais par exemple, en 70, en Angleterre, l'industrie cinématographique était morte. On ne faisait aucun film. Les studios de Pinewood étaient fermés. Donc les gens qui avaient un peu de talent rentraient dans les agences, les directeurs artistiques, puis d'un seul coup, ils étaient très talentueux réalisateurs. Alors, pour les générations de plus de 40 ans, ça vous dira quelque chose, peut-être pour aux autres, mais à cette époque-là, sont apparus les Ridley Scott, Tony Scott, Adrian Lyne, Tony Parker, et j'en oublie. Bon. Et donc, on travaillait avec ces gens-là. Moi, je me rappelle de mon agence, j'ai été directeur de création un temps, dans mon agence, à cette époque-là, on devait faire 120 ou 130 films par an, la moitié était tournée à Londres. Ça a duré 7-8 ans, c'était fantastique. On travaillait avec Ridley Scott ou Alan Parker. C'était une époque merveilleuse, révolue. L'autre époque, Jacques en a parlé, mais je vais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Jacques sur les années 80, c'est que pendant les années 80, 4 agences françaises, RSCG, TBWA, FCA et BDDP, 4, ont tenté, ils ont presque réussi, de créer un réseau mondial en construisant pays par pays, pierre par pierre. C'est des agences créatives. Et nous étions, et c'est ça que je veux souligner auprès de vous, les seuls au monde à avoir jamais fait ça. Avec l'exception de BBH en Angleterre, qui l'a fait aussi, mais sans grand succès non plus. Nous, on a fini par être repris par la finance mondiale, mais c'est un autre sujet. Enfin, nous tous. Mais, comment dire, il faut rendre compte, c'est pas arrivé aux États-Unis, c'est pas arrivé en Angleterre. Sorel, il a racheté des réseaux américains. Aucun Allemand, aucun Italien, aucun Espagnol, personne n'a fait ça. Donc ça confirme ce que vient de dire Jacques à très juste titre, c'est qu'on a quand même vécu dans les années 80 une période incroyable, on croyait que tout était possible. Et donc on est partis tous à la conquête du monde de façon un petit peu irresponsable, mais c'était formidable parce que Stratégie passait son temps à compter les coûts. Ils ont racheté une agence en Angleterre, ils sont partis en Italie. Enfin, c'était une espèce de conquête de l'Ouest tout à fait extraordinaire. Moi, j'en garde un souvenir, même si j'ai perdu mon agence à la fin de tout ça, j'en garde un souvenir inoubliable. Et puis voilà, donc en fait, tu as raison. Il y avait plus de folie à cette époque quand même. On ne peut pas le dire le contraire. Oui, mais je te suis tout à fait. Nous, par exemple, c'est Publicis qui nous a fait exister, c'est Citroën qui nous a fait exister et Citroën qui nous a tués. Parce qu'on a commencé déjà dans les années 70 à faire parler un peu de nous. Et un jour, j'étais convoqué par le patron de PSA, et qui était donc le patron aussi de Citroën, qui a dit, mais écoutez, on ne peut pas continuer avec vous parce que vous êtes une agence francophone, donc vous circulez dans 10 pays du monde, mais nous, on est dans 100 pays du monde. Donc, de deux choses l'une, je vous donne 2 ans et vous devenez internationaux et on peut continuer avec vous. Sinon, je suis obligé de trouver une autre agence et une agence américaine. Et je lui ai dit, mais écoutez, on va se battre, on va le faire en 1 an. Et c'est là où on est parti. Jean-Michel Goudard, que tu as tellement connu, tellement croisé, parfois vous êtes tellement disputés les meilleures agences. Il a été meilleur que nous à l'arrivée d'ailleurs. C'est pour ça que tu lui cirais les chaussures. Non. Ça nous a tellement ruinés que quand est arrivée la crise des années 90, ces saloperies de banquiers ont fermé les robinets, on en est mort. Pour revivre, merci à Vincent Bolloré en Abbas. Ce qui est une autre histoire. Alors, dans cet exercice, je vous ai demandé, c'est pas facile, mais quelles étaient les 4 campagnes françaises qui vous ont marqué ces 50 dernières années? Jacques, on va commencer par ta sélection. On va les regarder peut-être et après tu nous feras un petit moi, ce n'est pas les campagnes qui m'intéressent, ce sont les marques. Vous n'êtes pas des faiseurs
de spot ou de print. Vous êtes des créateurs de marques, des accompagnateurs de marques. Vous êtes le bodyguard des marques et le body art des marques. Vous êtes vous qui devez à tout moment veiller non seulement à la survie des marques, mais à leur donner une âme. Alors, je vais évidemment vous parler de moi. À l'époque, j'étais ségalomane, mais ça m'a passé. Mais parce que c'est la seule chose, finalement, qui a habité ma vie. Donc, je ne peux pas vous parler d'autre chose. Alors, je commencerai par la première publicité qui a fait parler vraiment de nous à l'époque. Et Jacques, est-ce qu'on peut les montrer d'abord et puis après on commente sûr. Comme ça, tout le monde. On les montre. Voilà. On les lance une après l'autre et je vous raconte. C'est possible on les monte tous d'un coup. Alors, mets-les toutes d'un coup. On a mis tous les films bout à bout et après tu commenteras une par une. Oui. Ça marche. On lance les films. Chapeau. Tu montrais là-haut avec ton petit bolide? C'est une GTI. Il est complètement à la masse. Ça va décoiffer, hein. Équipe 4 sur le pont. Visa GTI, la GTI sauvage. CX2, la beauté sauvage. Claudia Schiffer va vous démontrer la différence entre faire la publicité d'une voiture et avoir confiance en une voiture. Citroën Xara, vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Je suis un produit de consommation. Toute ma vie, je me suis vendu. J'ai vendu mon inspiration à la chanson, j'ai vendu mes poumons à la cigarette, j'ai vendu mon cerveau à l'alcool, j'ai vendu mon âme au diable. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vendu? Aujourd'hui, j'ai vendu ma barbe. Ouais, barbe. Quelque chose. Mais attention, hein. Pas n'importe qui. Un bic. 4 francs les 7, c'est économique. Ouais, c'est bonheur. Est-ce qu'on... Bravo, franchement, on peut applaudir. Est-ce qu'on peut commencer par Gainsbourg? Qu'est-ce qu'il faut dire sur cette pub? Deux mots, cette pub n'est jamais passée. Parce que moi, je rêvais d'avoir le budget Bic. Et j'ai fait des pieds et des mains pour avoir un rendez-vous avec le baron Bic, qui était le créateur de Bic, un immense géant, génial. Et je me dis, je ne peux pas y aller les mains vides. J'étais très copain avec Gainsbourg. C'est moi qui lui ai fait faire ses premiers films publicitaires, qui a plus l'amené au cinéma. C'était un chanteur de bonheur, mais il voulait faire du cinéma. Je lui dis, écoute, j'ai une idée, viens, je te demande 1 heure, on se retrouve dans un théâtre, etc., on tue ça à la sauvette, et on va faire le spot. Et on a écrit le spot ensemble. J'arrive chez le baron Bic,
Il me regarde ça un peu éberlué, il dit « Mais vous vous moquez de moi ? Je ne fais pas de publicité télévision en France. Je fais de la publicité uniquement en affichage et en print. » Ben, les bras m'en tombent. Bon, je le quitte. Et puis il me fait rattraper dans le couloir. Il dit « Mais au fait, j'ai oublié, mon fils est à Londres, c'est lui qui s'occupe... Un de mes fils est à Londres et un autre qui est à New York, qui s'occupe de la publicité internationale. Je vais vous prendre rendez-vous avec Bruno Bic à New York. » 3 jours après, je reçois le rendez-vous. Je saute dans un avion, j'arrive à 9h du matin chez Bruno Bic. Je lui montre le film. Et à la fin du film, il dit « Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Gainsbourg, il est totalement inconnu chez nous. Votre film est nul et non avenu. Le film n'est jamais sorti. Ça m'apprendra à ne pas savoir que Gainsbourg n'était pas connu à New York. » Excellent. Alors, le porte-avions. Alors, le porte-avions, bon, c'est pas tellement l'idée qui compte, c'est qu'il fallait trouver un porte-avions, il fallait trouver un sous-marin. Donc, j'envoie un TV producer à Los Angeles, je lui dis, regarde si on peut faire ça dans un studio, combien ça coûte. Et un autre à Moscou, parce que j'avais lu dans la presse que les Russes étaient en train de vendre à la casse leur vieux matériel militaire. C'est non, c'est niet. Alors là, je commence à paniquer, je ne sais plus comment faire. Je dis, il n'y a que François Mitterrand. J'appelle sa secrétaire, Marie-France Patiguet, que je connaissais bien. Je dis qu'il faut que tu m'aies un rendez-vous le plus tôt possible avec le président. Pour moi, c'est une vie ou de mort, je vais perdre mon budget. Il faut qu'il m'aide. 2 minutes après, coup de fil, le président t'attend. Je cours à l'Élysée. C'est Vincent, je confonds Vincent et François. C'est François Mitterrand qui m'ouvre la porte. Première fois qu'il m'ouvre la porte, il me dit, c'est gars, vous avez besoin de quelque chose? Ben, monsieur le Président, il me faudrait un porte-avions et il me faudrait un sous-marin. Il dit, mais vous êtes fous ces gars-là, mais pourquoi faire? Monsieur le Président, c'est pour faire de la publicité. Et il adorait la pub. Et moi, on n'avait même pas storyboardé le film. J'avais simplement les petits dessins qu'on avait écrits là-dessus, qu'on avait jetés. Je lui raconte le film, il dit, mais il est nul votre film. Enfin, ces gars-là, les Français achètent des voitures qui roulent, pas des voitures qui coulent. Mais pour l'armée, pour la marine, pour l'aviation, c'est pas une mauvaise idée. Vous aurez votre sous-marin, vous aurez votre porte-avions. C'est tellement mieux quand les présidents, avec les porte-avions et les sous-marins, font la pub et pas la guerre. Merci, tonton. Excellent. Alors, le crash test avec Claudia Schiffer, pourquoi? Ça, le film est pas très... Il aurait pu être tellement mieux fait. C'est dommage, mais l'idée est incroyable. C'est un film qui ne se reproduira jamais. Claudia Schiffer, c'était la top des top modèles de l'année, celle qui avait fait le plus de couverture dans le monde. Et donc, on a l'idée du film. Je cours à Londres lui présenter le film, mais j'étais sûr qu'elle me dirait non. Son visage était assuré c'était le visage assuré pour le plus de millions de dollars dans le monde. Et curieusement, il me dit, mais oui, c'est gonflé. Parce que finalement, jamais personne n'a osé remplacer des tumis. C'est-à-dire, d'habitude, ces crash tests, ça fait avec des hommes de bois qui ont des antennes partout. Bon, ben, je vais le faire. Et elle demande à tourner à Las Vegas. Elle avait son fiancé qui était prestidigitateur à Las Vegas. Donc on amène tout ça à Las Vegas, etc. Tout est en place. On fait une répétition avec une cascadeuse. La cascadeuse sort blanche de la voiture. Elle me dit, je ne peux pas autoriser à faire ça. Je suis obligé de dire la vérité. C'est très difficile, même pour une professionnelle comme ça. Si dans un crash test comme ça, vous avez 2 cm à droite ou 2 cm à gauche, vous avez un œil bornois pour 3 mois. Et c'est un réflexe naturel. Quand on arrive sur un obstacle, on l'évite. Donc, elle n'y arrivera pas. Il y avait 100 journalistes qui étaient venus d'Allemagne pour Claudia. Il y avait des journalistes du monde entier. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, allez, je ne dégonfle pas. Avec la cascadeuse, je vais la voir. Et je lui dis, voilà, je pense qu'il ne faut pas le faire. Elle dit, mais comment pas le faire? Je suis une professionnelle. J'ai signé, je ferai. Elle fait, c'est pour ça que le film n'est pas bien, on ne la montre pas assez. Elle rentre dans la voiture. Elle est rosée, elle est magnifique, etc. Tout d'un coup, elle devient blanche. Et paf, c'était devant l'huissier. C'était à 40 à l'heure. C'était pas une pub bidon. Et elle sort de la voiture et c'est elle-même qui, en sortant de la voiture, caresse le toit de la voiture comme si c'était les fesses de son amant. Et le film est là.
Alors, on applaudit, bravo. Et alors, dernier film, Jacques, Grace Jones, majestueuse Grace Jones, dans la pub Citroën CX. C'est mon plus beau film. J'en suis content parce que j'ai écrit le script. C'était très difficile de vendre un script à l'homme de l'art, notre père à tous, qui a été le réalisateur du film, Jean-Paul Gould. Bon. Et donc, il fallait louer une semaine, et ça pouvait être répété jusqu'à un mois, une chambre dans l'hôtel de Dessart, qui est sur les Champs-Élysées ou derrière les Champs-Élysées, parce qu'il refusait de travailler chez lui. Et donc, j'allais tous les jours passer 2-3 heures avec lui. Et au début, on parlait de choses et d'autres, il ne voulait pas parler du film. Et puis après, on commençait à arriver, et puis il dit, ben écoute, j'ai une idée. Parce que le but du film, moi, je voulais trouver un slogan musical qui, en 3 notes, fasse vibrer la marque, donne une âme musicale à la marque. Et donc, j'avais demandé à Dabadi de m'écrire une chanson sur Citroën. Il m'écrit une chanson, j'aime les routes bleues, les routes Citroën. Je dis, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, il faut la mettre en musique, mais je vais t'amener chez Julien Clerc. Moi, je connaissais pas, j'avais jamais vu Julien Clerc. Mais lui était en train d'écrire ses chansons. Ça peut peut-être l'inspirer. On arrive chez Julien, il était là, il avait son piano devant la Tour Eiffel, et il s'assoit à son bureau, il fait « J'aime, j'aime, j'aime ». Je dis « Stop ». Il me dit « Pourquoi stop ?» C'est fini. J'ai trouvé. Tu ne peux pas avoir mieux que ça. Tu as gagné le gros lot. Il a touché des droits pendant 10 ans. Et Dabadi aussi pendant 10 ans. Chaque fois que je les voyais, il me disait c'est moi qui paye l'addition parce que c'est sur mes droits d'auteur. Bon. Et donc, tout s'est déroulé après absolument normalement. Le seul problème, c'est que il fallait trouver une idée qui permette à une star de dire le j'aime, 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 et qui ne soit pas, évidemment, qui ne soit pas l'auteur de la chanson, parce qu'il ne voulait pas faire de publicité. C'est comme ça qu'il a eu l'idée d'utiliser Grace Jones pour une mauvaise raison, parce qu'il venait de divorcer, enfin ils n'étaient pas mariés, mais elle venait de le quitter, il était désespéré, c'était l'amour de sa vie. Il avait l'espoir de la récupérer dans ce film. D'où l'idée qu'il a eue du masque de fer. Il m'a demandé de trouver une idée finale et je lui ai dit, mais écoute, quand on a ingurgité une CX, qu'est-ce qu'on fait? Un renvoi, et c'est la fin du film. Ah, bravo, on applaudit pour ces 4 films majestueux. Même question, Jean-Marie. Alors, on va commencer par les 4 films. Un petit mot. Oui, parce qu'on est à l'époque du storytelling, comme on dit, et comment voulez-vous que je batte Jacques au storytelling? Donc c'est absolument impossible. Je l'ai déjà ciré les godasses, je vais les retirer à la fin. Donc j'ai pris, moi, une approche un peu différente, qui est de vous montrer donc 4 films, avec l'idée que je pourrais faire des commentaires après, qui sont absolument pas sur la façon dont on les a réalisés ou faits, mais plutôt sur des opinions que je peux avoir sur notre business en général. Donc ça va être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus ennuyeux, mais on regarde les 4 films. On y va, on lance les 4 films. Aujourd'hui, on peut espérer vivre 20 ans de plus qu'il y a un siècle. Les progrès de notre alimentation y ont contribué. Tiens, papa. Demain, grâce à la recherche, notre alimentation pourra devenir notre première médecine.
on aura plus de chances de s'apercevoir que le petit dernier ressemble à son arrière-grand-père. Bonjour, papa. Papa. Chaque année, l'Institut Danone encourage de jeunes chercheurs pour leurs travaux en nutrition. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Ce film concerne votre sécurité. Merci de nous accorder votre attention. For your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety video. Chaque fois que ce signal est allumé, nous vous prions d'attacher votre ceinture. Whenever the seatbelt sign is on, please make sure your seatbelt is securely fastened. Nous vous recommandons de la maintenir attachée de façon visible lorsque vous êtes assis à votre siège. We recommend that you keep your seatbelt fastened and visible at all times while seated. Pour détacher votre ceinture, soulevez la partie supérieure de la boucle. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Bravo. Donc, moi j'ai choisi ces 4 films parce que chacun d'entre eux m'a appris quelque chose et j'ai envie de partager quelque chose avec vous si vous voulez bien. Alors TAG Heuer, les investisseurs suisses qui se sont dit on va faire une bonne affaire, on va acheter TAG, à l'époque c'était pas grand chose, et puis on va faire un travail formidable, dans 5 ans on va le coter en bourse, on va gagner beaucoup d'argent. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont fait une cotation après, 5 ans après, qui reste dans la mémoire de tout le monde dans les financiers de Zurich. Ce qui est intéressant, c'est que, honnêtement, et si vous regardez les cas, il y a même un cas à Harvard sur ce sujet, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont choisi une distribution un peu plus sélective, comment dirais-je, ils ont un peu amélioré le design, ils ont fait beaucoup de publicité, énormément. Et donc, lorsqu'ils ont été interviewés, lorsqu'ils ont fait la IPO, l'un d'entre eux a dit, dans une interview, et je peux vous l'envoyer à tous ou le mettre sur Internet demain, une citation, il dit « Vraiment, la publicité est un facteur essentiel de notre succès ». Entre-temps, les montres s'étaient vendues, le prix des montres était passé 600 à 1100 euros ou dollars, je ne sais plus, et puis chiffre d'affaires multiplié par 5. C'est la pub, c'est que la pub. C'est tellement rare de ne pas avoir, comment dirais-je, isolé à ce point-là. Moi, j'ai un autre cas chez nous, je vais vite, qui est Absolute. Après 800 annonces, Absolute, vous les connaissez tous, Absolute s'est vendu pour 8 milliards de dollars à Pernod Ricard. Et là encore, quote, le fondateur d'Absolute que tu connais, Jacques, a dit le premier facteur explicatif de notre succès est la publicité. Donc je vous devrais stratégie, regrouper les 10 ou 15 plus grands cas des agences françaises, mais sérieusement, ou véritablement pour des raisons un peu chanceuses, on peut isoler les choses. Danone, j'ai choisi Danone parce que j'adore Danone. Et puis parce que vous savez, entreprise, marque, produit, c'est quand même un rare cas où un discours d'entreprise descend direct. C'est comme si on avait mis un peu de, comment dire, un peu de RSE dans les yaourts, quoi. Et ce qui est intéressant, ça revient aussi au point précédent, c'est qu'à l'époque, le yaourt nature, ça se vendait plus beaucoup, il y avait les Activia, les veloutés, les machins, donc on ne faisait plus de publicité dessus. Et on n'a pas fait cette campagne pour vendre des yaourts nature. Et bien il se trouve que pendant les 5 ans de cette campagne, les yaourts nature ont progressé. Ça veut dire quoi? Que de dire le corporate c'est du long terme, le reste, non, tout ça c'est n'importe quoi. Dire, une campagne corporate bien fichue peut vendre à court terme. Donc voilà. Et donc j'ai beaucoup appris avec ça, au passage. Lorsque Franck Riboud, l'année d'après, en 1994, a changé le nom de BSN pour Danone, il a cité l'Institut que nous avions recommandé à Danone de créer. Donc c'est une belle histoire dont je me rappelle avec beaucoup de... Enfin, pas d'émotion, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Troisième exemple, c'était quoi? Là, on a pris le même chemin que celui des RSCG sur Air France. On a fait un film sur, comment dirais-je, les consignes de sécurité. Bon, vous ne l'avez pas vu, là, il y avait une demi-minute sur 4 minutes. Il est superbe, les gens l'adorent, on s'en fiche. C'est pas ça dont je parlais. Ce dont je parlais, c'est que
Lee Clow, qui est le patron de la création, qui a fait le film Apple, que vous venez de voir chez TB2 à Los Angeles, dit souvent tout ce que fait une marque est de la publicité. C'est peut-être un peu excessif, mais enfin tout ce qu'un publicitaire fait pour une marque devrait être créatif. Et donc il faut absolument que tout soit créatif. Et, par exemple, un film sur les consignes de sécurité, j'en parle d'autant plus qu'on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais on est dans une époque de transactions, de marketing, right moment, right place, trucs, etc. Transactions, etc. Bon, et franchement, on a moins d'idées, je vais y revenir peut-être tout à l'heure. On parle, vous savez, d'expérience consommateur, fluide, frictionless, sans friction. Il faut créer des frictions créatives, et ça c'est un exemple. Et je finis par, je vais vite parce que Jacques a plus beaucoup de temps, je vais plus vite parce que mes histoires sont moins longues, je me dépêche, mais Apple, Jobs est rentré en 97, il a demandé à l'agence, il a dit écoutez, j'ai pas un produit à vendre, enfin j'ai les vieux produits de mes prédécesseurs, mais ils sont nuls, donc il faut que je tienne 8-9 mois. Donc faites-moi un film sur les valeurs d'Apple. Mais on a fait ce film qui a marqué l'histoire de notre métier, bon, très bien. Enfin, j'y suis pour rien, bien évidemment. Mais ce film était tout à fait exceptionnel et il me permet de souligner ce qui, pour moi, est peut-être le plus important dans ce que je fais chaque jour dans ce métier, c'est que il ne faut jamais sous-estimer une marque. Il faut toujours viser plus haut. Vous savez, Apple, à l'époque, vous n'êtes pas étonné de voir un film comme ça pour Apple, mais à l'époque, Apple était au bord de la faillite. Donc il fallait vraiment oser faire un film comme ça. Et donc, je pense que c'est vraiment important de toujours essayer de monter, donner plus de densité, plus de substance, plus de force aux marques qui vous sont confiées. Je voudrais dire une chose à ce propos qui est très importante. Parce que je pense vraiment ça. Il y a des gens qui me disent, bah, attention, si vous montez trop haut, vous allez perdre les produits. Et c'est pas, il faut faire très attention. Ça, c'est du marketing pur, c'est plus de la pub. Dans beaucoup de marchés, il y a des marques ou des produits qui, à force de monter, ont sorti du cœur du marché et ont laissé d'autres rentrer et réussir. C'est comme ça qu'a réussi Salesforce, pour prendre un exemple. Je peux vous donner 1000 exemples, je ne vais pas aller trop vite. Et donc, il faut dissocier la pensée produit et la pensée marque. Le produit doit rester au cœur du marché très souvent, mais la marque peut s'élever. Et d'ailleurs, ça me fait penser, Charlotte Beers, qui était la patronne de l'agence de RSCG, à New York, à la grande époque, avait fait un article qui m'avait beaucoup inspiré à l'époque. Et elle disait une très belle chose, je suis désolé, je suis obligé de parler américain, elle avait dit « Never under-leverage a brand ». Gardez ça en esprit. Visez haut, il n'y a pas, aucune marque ne peut être surestimée ou survalorisée, il faut absolument toujours essayer de faire le mieux possible avec votre marque. C'est ce qu'avait essayé de faire l'Institut Danone ou ce qu'on a fait pour Apple. Je vais prendre un peu de temps, mais c'est pour parler de toi, donc peut-être que tu ne me le décompteras pas. Moi, j'ai essayé de donner du cœur à la pub, et lui a donné de l'intelligence. Je t'ai beaucoup combattu, mais je t'ai toujours admiré. Et tu m'as fait beaucoup de bien parce que j'ai compris qu'il fallait avoir et du cœur et de la tête. Merci Jacques.